France Inter, service public, Guillaume Erner. Y a-t-il trop de centres commerciaux? Pour en parler, je suis tout d'abord en compagnie de Maurice Bancet. Bonjour. Maurice Bancet, vous êtes président fondateur d'Apsis, promoteur de centres commerciaux. Et vous êtes bien assis, Maurice Bancet, puisque on vous a installé dans ce studio en face de l'une de vos œuvres, autrement dit le centre Beaugrenelle. Oui, absolument. Vous trouvez qu'il est réussi? Vous l'avez bien fait? Vu de ce côté de la scène, je le trouve encore plus beau que de l'autre côté. Bon, on évoquera les conséquences de ces centres commerciaux tout à l'heure. En face de vous se trouve Michel Pazoumian, délégué général de Procos, Fédération des enseignes du commerce spécialisé, président du cabinet Bérénice pour la ville et le commerce. Et puis enfin Jean-Pierre Lehmann, président de la FNCV, Fédération nationale des centres-villes, vitrine de France. Selon vous, Jean-Pierre Lehmann, y a-t-il trop de centres commerciaux en France? Posé comme ça, la question est oui, bien sûr. Enfin, trop de mètres carrés commerciaux. De centres commerciaux en centre-ville, parfois non. Parfois, il faut en rajouter. En tous les cas, il y a une certitude, si on veut répondre simplement à cette question, il y a trop de mètres carrés commerciaux en France, qu'ils soient physiques ou virtuels. Je veux dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans ce pays, jamais le consommateur n'a eu autant de choix. Jamais. Jamais il n'a pu à tout moment pouvoir acheter jour et nuit. Jamais il n'a eu du commerce aussi près de chez lui. Jamais il n'a eu toutes les formes de commerce comme ça. Donc, nous avons trop de mètres carrés commerciaux, c'est une certitude, et tout le monde vit mal. C'est une certitude aussi parce que le gâteau, il n'est pas extensible à l'infini. Et petit à petit, les miettes deviennent de plus en plus petites pour chacun des acteurs de la distribution. Avec une conséquence immédiate, c'est que certains centres-villes souffrent, les villes petites, moyennes, voient leur centre-ville de plus en plus désertifié au profit du centre commercial de périphérie. Tout à fait, tout à fait. Vous avez évoqué les villes moyennes et petites. C'est essentiellement elles qui ont des problèmes, qui sont variables. D'ailleurs, la France n'est pas uniforme. Hein. Je parle de la France en ce moment. La France n'est pas uniforme. Et d'une région à l'autre, on a des disparités relativement importantes. Il y a des régions plus riches et effectivement, là, ça se passe beaucoup mieux que dans certaines régions qui sont un peu plus, entre guillemets, déshéritées. Donc, on a effectivement les grandes villes s'en sortent bien. Les grandes villes, les grandes agglomérations, les grandes métropoles s'en sortent bien parce que les enseignes ont envie d'y aller. Et ce sont les enseignes et les centres commerciaux d'ailleurs qui s'implantent essentiellement dans ces grandes agglomérations. Michel Pazoumian, vous connaissez bien les enseignes. Oui. Aujourd'hui, effectivement, elles semblent privilégier les centres commerciaux. Pensez-vous qu'il y ait aujourd'hui trop de centres commerciaux dans notre pays? Non, les enseignes ne privilégient pas que les centres commerciaux. Mais c'est bien évident qu'il y a trop de mètres carrés. Mais ça fait 10 ans qu'on le dit. Ça fait 15 ans qu'on continue à faire beaucoup de mètres carrés, comme Jean-Pierre Lehmann vient de le dire, et que la consommation ne suit pas un simple chiffre, plus 3,5% de mètres carrés commerciaux de plus chaque année, pour une consommation qui augmente de 1,5%. Et entre-temps, donc c'est les commerçants de centre-ville qui payent la différence, qui payent les pots cassés? Oui. Les centres-villes, effectivement, de villes moyennes et de petites villes, sauf celles qui ont le tourisme comme complément avec l'arrivée de touristes l'été. C'est clair. Mais aujourd'hui, avec la crise économique, c'est le modèle économique, y compris de mes enseignes, et y compris les centres commerciaux, qui est remis en cause. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une chute de la consommation. Les rendements des mètres carrés de mes enseignes baissent, les loyers continuent à augmenter, et donc aujourd'hui, beaucoup de mes enseignes, malheureusement, arbitrent, donc sont amenées à fermer là où c'est trop cher. Quand on dit c'est trop cher, c'est toujours un rapport entre le chiffre d'affaires que je peux réaliser sur un site, que ce soit une rue de centre-ville, un retail park, un parc d'activités périphériques ou dans une galerie marchande. C'est le loyer en adéquation par rapport au chiffre d'affaires que je peux faire. Alors on va essayer d'expliquer comment fonctionne cette économie, l'économie des centres commerciaux, avec des mètres carrés créés, parfois créés dans des lieux où la terre n'est pas chère, créés également au détriment des terres agricoles, avec à la clé des rendements importants. Et nous avons un auditeur au standard, Artus, qui nous appelle de Paris. Bonjour Artus. Oui, bonjour. Alors moi j'ai une question. Pour moi, les grands centres commerciaux ne me plaisent pas, mais est-ce que les petits vont-ils relancer la consommation dans les petites villes ou les petits centres-villes?
Effectivement, les petits centres commerciaux ont-ils la possibilité de relancer la consommation? On voit en fait apparaître différents modèles de centres commerciaux. Il y a les centres commerciaux régionaux, il y a des centres commerciaux de proximité, il y a des centres commerciaux également dans les galeries marchandes des hypermarchés qui ne sont pas tous très importants. Est-ce que l'on pourrait distinguer parmi ces centres commerciaux les commerçants qui s'y installent, les enseignes? Michel Pazoumian, délégué général de Procos, vous qui connaissez bien les enseignes. Les petits centres commerciaux marchent bien parce qu'ils ont une clientèle de proximité. Bon, petit centre commercial, ça veut dire un supermarché, une dizaine de boutiques, voire une ou deux moyennes surfaces type Intersport ou Kiabi en franchise. Donc ça marche bien. En franchise, ça veut dire qu'ils ne sont pas détenus directement par les marques. Exactement. Et donc, il y a des commerçants indépendants qui peuvent être des commerçants très prospères, mais qui, en tout cas, sont des gens insérés dans le tissu économique local. Tout à fait. Donc, d'un côté, les petits centres commerciaux, donc la question était bonne, marchent relativement bien. De l'autre côté, les très grands centres commerciaux aussi marchent bien. Ce sont plutôt les centres intermédiaires, les galeries d'hyper de 80 à 100 boutiques qui souffrent. Pour fixer les idées, on peut dire, Michel Pazoumian, que les centres commerciaux régionaux font plus de 40 000 m². L'un des plus grands centres commerciaux en France fait 140 000 m², ce qui est malgré tout petit à l'échelle mondiale, puisqu'on voit des monstres de 500 000 m² aux États-Unis, au Canada. Oui, mais là, on est en France. Et en France, on n'a pas que des centres commerciaux. On a aussi, étant donné l'étalement urbain de notre habitat, étant donné que beaucoup de résidents habitent en périphérie de nos villes, donc beaucoup de mètres carrés se sont construits aussi en moyenne surface périphérique, ce qu'on appelle les retail parks aujourd'hui, ou les parcs d'activités commerciaux que les gens connaissent bien. Maurice Bancet, vous êtes président fondateur d'Apsis, un promoteur de centres commerciaux qui a notamment reconstruit le centre commercial Beaugrenelle. C'est une activité prospère aujourd'hui, promoteur de centres commerciaux en France? Alors c'est surtout une activité difficile parce qu'il faut s'armer de patience. Vous citiez l'opération de Beaugrenelle, c'est une opération qui a nécessité 10 ans de travail, d'investissement, de développement. Ce sont des investissements qui sont effectivement très, très lourds et qui demandent énormément de temps pour trouver un retour sur les capitaux investis. Combien de temps? Ça dépend des opérations. Si on prend l'opération de Beaugrenelle, c'est plusieurs décennies qui nécessitera pour effectivement atteindre le niveau de rentabilité. Mais alors, ce qu'on entend dire, Maurice Bancet, c'est que la rentabilité des centres commerciaux est de plus en plus faible. Si on disait qu'avant, il fallait 3 ans pour lancer un centre commercial, on lit maintenant qu'il faut 5 ans. On voit qu'il y en a de plus en plus et que du coup, il y a beaucoup de vacances, c'est-à-dire de cellules commerciales qui demeurent vides. On parle jusqu'à 10% de vacances dans les centres commerciaux, ce qui est la preuve, même si vous êtes promoteur de centres commerciaux, vous pouvez quand même le reconnaître, qu'il y a trop de centres commerciaux en France. Non, alors je m'inscris totalement en faux, bien évidemment, sur cette déclaration. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit M. Lehmann, c'est-à-dire qu'il y a trop de mètres carrés commerciaux, peut-être, encore faut-il le prouver. Pour autant, les centres commerciaux représentent une partie infime de ces mètres carrés autorisés tous les ans par les pouvoirs publics. En ce qui concerne les centres commerciaux, je crois qu'il faut quand même reconnaître que ce modèle a été un succès formidable depuis 50 ans qu'il a été créé. Il s'est d'ailleurs exporté... Formidable pour les promoteurs, vous voulez dire? Formidable pour les promoteurs, pour les commerçants, pour les villes qui les ont accueillis, pour que ça a été... Il y a de moins en moins de commerçants indépendants. Aujourd'hui, on ne trouve plus de grandes enseignes. Beaucoup de commerçants indépendants qui ont fait leur fortune et leur développement à partir des centres commerciaux, et je peux vous en citer un certain nombre. Écoutez, on attend les noms, parce que lorsqu'on se promène dans un centre commercial, aujourd'hui, Maurice Bancet, on voit Monsieur Zara, Madame H&M, bref, des commerçants qui sont certes prospères, mais qui ne profitent pas au tissu économique local. Mais beaucoup sont, pas les enseignes que vous avez citées, mais beaucoup utilisent la franchise, que Michel Pazoumian, juste titre, vient d'évoquer. Si vous voulez, les commerçants se sont organisés, utilisent des systèmes de franchise et sont très prospères au travers de la franchise qu'ils ont obtenue. Alors juste un mot pour revenir sur le sujet de fond que sont les centres commerciaux. Les centres commerciaux, c'est un formidable outil de développement économique, ça a été un formidable succès qui s'est exporté. C'est un formidable outil aujourd'hui de revitalisation urbaine parce que la plupart des centres commerciaux aujourd'hui qui se créent sont des centres commerciaux plutôt en milieu urbain ou en centre-ville. Ce sont des opérations qui généralement sont sollicitées aussi bien par les pouvoirs publics que par les chambres consulaires, et c'est nouveau. Il faut
faut effectivement louer l'évolution des chambres de commerce et des chambres de métiers qui se sont aperçus qu'effectivement, la meilleure façon de revitaliser les centres-villes, c'est de développer des opérations de centres commerciaux qui permettent d'implanter un certain nombre d'unités de moyenne surface spécialisées qui ne trouvent pas dans l'immobilier classique des manières d'expression. Et donc là, c'est un outil de revitalisation économique et de création d'emplois. Vous êtes d'accord avec cette vision des choses, Jean-Pierre Lehmann, vous qui présidez la FNCV, la Fédération nationale des centres-villes? Tout à fait. Moi, je suis très preneur de centres commerciaux en centre-ville. Très, très preneur, sous réserve qu'ils soient adaptés à la ville, sous réserve qu'on n'ouvre pas un centre commercial à la place d'un quartier qu'on va fermer. C'est-à-dire qu'on ne déplace pas un pôle par rapport à un autre, et sous réserve qu'on ait gommé tous les inconvénients de la ville, c'est-à-dire l'accessibilité en premier lieu. C'est un véritable problème pour aujourd'hui accéder dans les cœurs de ville, et nos élus n'ont pas forcément favorisé et réfléchi à cette démarche-là. Ils ont souvent été un peu bousculés par des écologistes qui ont interdit toute forme d'accessibilité à la voiture. On n'est pas pour le tout voiture, mais on a besoin effectivement d'une accessibilité maximum. Donc un centre commercial de centre-ville, ça peut effectivement nous aider à faire venir les enseignes. Mais pardonnez-moi, moi je n'ai pas du tout la même sensation que vous lorsque je me promène dans les villes de France. D'abord, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent de plus en plus, y compris en centre-ville. On a droit à des zones piétonnes avec des enseignes qui sont toutes les mêmes. On a vu par exemple la disparition des enseignes de prêt-à-porter multimarques qui étaient tenues par des petits commerçants. Il y en avait 35 000 il y a 20 ans. Aujourd'hui, elles doivent se compter sur les doigts de la main. C'est-à-dire qu'un centre commercial de centre-ville ou de périphérie, aujourd'hui, mon impression, Jean-Pierre Lehmann, c'est qu'il est investi par de grands acteurs qui seuls ont les moyens de prendre à bail ces surfaces. Vous avez raison, mais ce n'est pas un problème français, hein, c'est un problème mondial. Je veux dire qu'on se promène aujourd'hui dans n'importe quelle rue du monde, de n'importe quelle ville du monde, vous retrouvez les mêmes enseignes. Et le consommateur, d'ailleurs, s'en plaint. Le consommateur dit il faut vraiment que je regarde le ciel pour savoir si je suis à Perpignan ou à Dunkerque. C'est vrai. Parce que j'ai partout les mêmes rues numéro 1 en tous les cas. Et c'est vrai que le commerce indépendant a été repoussé petit à petit par le prix, le coût des loyers pratiqués, qui n'est pas forcément de la compétence forcément et de la seule faute des propriétaires, mais qui a répondu à l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a eu à une période une demande essentiellement de ces grandes enseignes internationales ou nationales qui ont souhaité avoir l'emplacement numéro 1 à tout prix. Et donc ce sont eux qui ont effectivement fait monter les loyers. Les propriétaires, bien sûr, ne s'en sont pas plaints. Et il faut se mettre à leur place. Aujourd'hui, et donc ils ont fait obliger le commerçant indépendant à émigrer vers des rues numéro 2 ou numéro 3. Il existe encore beaucoup de commerçants indépendants, à la fois dans les centres commerciaux, sous forme de franchise très souvent, et dans les cœurs de ville, mais ils n'ont plus accès effectivement aux rues numéro 1. Nous avons Catherine au standard. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Vous êtes en direct sur l'antenne de France Inter et nous vous écoutons. Oui, bonjour. Écoutez, je suis très contente de pouvoir participer à votre émission. J'avais plutôt qu'une question, plusieurs réflexions assez rapides à vous faire. Je suis moi-même commerçante, je suis dans une petite ville du Gard où nous avons encore la chance d'avoir des petits commerçants indépendants. Qu'est-ce que vous vendez, Catherine ? Oh, moi, je vends du linge de maison, de la mercerie, mais la plupart des commerces de la ville dans laquelle je travaille, puisque c'est Uzès, ont encore la chance de pouvoir résister. On bénéficie d'une clientèle touristique qui peut nous faire travailler en été. Sans ça, c'est vrai que si on regarde dans le Gard et au-delà, dans les départements qui sont autour du Gard, il y a quand même une explosion des centres commerciaux, mais aussi des extensions qui sont autorisées. Alors, une de mes réflexions était que depuis plusieurs années maintenant, les chambres de commerce ne sont plus du tout consultées pour les extensions, les autorisations, etc., en commission départementale. Donc ça, alors que les chambres de commerce sont celles qui ont l'expertise peut-être la plus fine du terrain. Je voulais également dire qu'aujourd'hui, un emploi créé dans un centre commercial et se fait forcément au détriment du petit commerce, puisque un emploi créé supprime par ricochet 4
emplois dans la petite distribution. Par ricochet, parce que le propriétaire d'un petit magasin va devoir, s'il ferme, va devoir licencier son ou ses employés, ne pourra plus faire travailler ses fournisseurs, le comptable, etc. Mais je voulais également parler de quelque chose qui menace la France, comme c'est déjà arrivé dans beaucoup de pays. On a aujourd'hui, malheureusement en France, 25 villages de marque. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est un village de marque. Un village de marque, c'est un centre commercial nouvelle génération où on a des solderies ou des magasins a priori d'usines. Voilà, c'est ce qu'on veut faire croire. Les seuls gagnants dans l'histoire, ce sont les promoteurs immobiliers qui font là une belle affaire bien juteuse sur le dos des petits commerçants. Pourquoi ? Aujourd'hui, si on regarde cette explosion de surface commerciale qui se fait forcément sur le dos des petits commerçants est forcément synonyme de surproduction. Qu'est-ce que ça veut dire surproduction ? Ça veut dire qu'il faut être hyper réactif pour pouvoir alimenter les magasins, contrairement à une solderie, comme vous disiez, où normalement, dans ces solderies, on devrait avoir que des fins de série ou alors que si aujourd'hui on va dans un village de marque, vous avez toutes les couleurs, toutes les tailles. Et jusqu'à se demander, Catherine, pardonnez-moi, jusqu'à se demander effectivement si ce sont effectivement des fins de série ou bien tout simplement des vêtements qui sont produits spécifiquement pour ces villages de marque. Avec donc une bonne question que vous posez à Maurice Bancet, qui est président fondateur d'Apsis, un promoteur de centres commerciaux. Parce que ce qu'il faut expliquer, Maurice Bancet, c'est que les promoteurs de centres commerciaux gagnent leur vie en transformant des zones qui ne sont pas forcément des zones très onéreuses. Là, je ne parle pas du centre Beaugrenelle à Paris que vous avez transformé, mais bien souvent, vous prenez un champ de betteraves, vous construisez dessus un centre commercial et vous conférez de la valeur locative et commerciale à une zone où la valeur était jadis nulle. Alors oui, juste pour répondre à votre auditrice concernant les magasins de marque. Les magasins de marque, ce sont, pour donner un peu plus d'explications, sont des collections qui datent de plusieurs années, qui sont vendues à prix réduit. Ça, c'est en théorie. Oui, c'est en théorie et c'est en pratique. La plupart des fournisseurs qui vendent... On sait bien que de grandes marques fabriquent pour les centres commerciaux dites de solderie et qu'en réalité, on n'a pas du tout affaire à des soldes. Écoutez, en tout cas, la définition principe... À la définition, mais la pratique, elle est différente. D'un outlet, pour reprendre l'expression anglo-saxonne, donc de magasin d'usine, c'est effectivement de vendre des collections d'années précédentes à prix réduit. Bon, ce qu'il faut simplement dire... ça a tué par exemple le centre-ville de Romans, c'est-à-dire qu'on a fait un outlet, comme vous dites, un centre commercial pour écouler des fins de série, on a tué la ville. Alors écoutez, je connais bien la région, je connais le maire, je connais la ville de Romans, je ne sais pas si ça l'a tué ou si ça l'a sauvé. Parce que le centre-ville de Romans, qui était axé, comme vous le savez, principalement sur la monoactivité en chaussures. La monoactivité en chaussures était complètement sinistrée et le centre de magasin de marque a peut-être sauvé son centre-ville. Quand j'entends le maire me parler de son centre-ville, c'est comme ça qu'il entend en tout cas le magasin d'outlet. Mais alors, est-ce que justement, c'est pas l'ambiguïté ? Parce que généralement, les maires sont très contents, Michel Pazoumian, quand il y a un grand centre commercial qui s'installe. Pourquoi sont-ils très contents ? Parce que ça fait des emplois, ça fait également des taxes pour la municipalité, mais ça n'est pas pour cela que c'est nécessairement une bonne chose. Votre réaction pour Procos ? Ma réaction, c'est qu'il y a emplacement et emplacement. Souvent, les maires sont schizophrènes. D'un côté, ils voudraient maintenir un centre-ville fort, et parfois, donc, ils programment un centre commercial, et comme le dit Maurice Bancet, les centres commerciaux de centre-ville mettent 5 ans, 10 ans, 15 ans pour se bâtir, et entre 2 ou 3 mandats électifs, ils lâchent des mètres carrés périphériques qui viennent neutraliser l'impact positif que pourrait avoir ce projet commercial en cœur de ville. Donc on se mord la queue, si on veut dire. Service public sur France Inter, y a-t-il trop de centres commerciaux ? Et il y a une auditrice au standard, Colette, qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Colette. Bonjour. Nous vous écoutons Colette. Alors ma question, c'est on s'étonne de la consommation des terres agricoles et de la surmultiplication de grandes surfaces. Je donne un exemple, en Essonne, département le plus pourvu en grandes surfaces. Et mon secteur, je vous en parlerai après ma première question. Comment se fait-il que depuis 2008, les politiques ont décidé que ne siégeront plus aux commissions qui s'appellent Commission départementale d'aménagement commercial,
puisqu'à chaque ouverture d'un nouveau commerce, ça passe par cette commission. Comment se fait-il que n'y siègent plus, je pense que vous serez autant étonnés que moi, les chambres du commerce et de l'industrie, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture. Ce qui fait que cette commission qui s'appelle CDAC, Commission départementale d'aménagement commercial, à cette commission n'est plus décidée une autorisation ne décide plus de cette autorisation, que des élus politiques, donc des maires. Eh bien, on va poser la question à Maurice Bancet. Avant, je voudrais vous expliquer pourquoi. Cette ancienne commission avait déjà demandé pour une même commune un supermarché, ça avait été refusé en 2005. Et en 2008, on nous autorise, alors que notre intercommunalité de 26 000 habitants, 14 communes, avons déjà 5 supermarchés, au nom, et je dis d'une certaine malhonnêteté intellectuelle des élus qui disent que c'est pour l'emploi, avec l'hypocrisie de l'écologie parce qu'on nous propose un toit végétalisé et des bornes électriques, accepte un Auchan de 3 450 mètres carrés sur 17 000 mètres carrés de terres agricoles. Eh bien, on va poser la question à Maurice Bancet. Il faut expliquer, Maurice Bancet, que les surfaces commerciales sont soumises à autorisation. Il y a notamment pour les zones de plus de 300 mètres carrés de surface commerciale besoin d'avoir une autorisation. Pourquoi la loi a-t-elle changé, selon vous ? Elle a changé tout simplement parce que le principe du commerce, c'est la libre concurrence. C'est qu'à ce titre, si vous voulez, les chambres consulaires étaient directement concernées par l'implantation des surfaces commerciales et que sur le principe européen, il a fallu réorienter la dimension des commissions en question au travers notamment du développement durable et du développement urbain. Jean-Pierre Lehmann, vous voulez réagir ? Vous êtes président de la FNCV, la Fédération nationale des centres-villes. Oui, écoutez, les chambres des commerces, effectivement, ont été évincées, mais bon, ça n'a pas changé grand-chose, parce que les CDAC, les CNAC, depuis donc toutes ces autorisations qui permettent d'ouvrir des surfaces commerciales ont toujours à terme accordé les autorisations. Ça n'a fait que ralentir, malheureusement, avec des coûts supplémentaires beaucoup très importants, ça n'a fait que ralentir les projets d'implantation, mais ça n'a jamais empêché une implantation de centre commercial. Notre reporter Thomas Chauvineau s'est justement rendu dans l'un de ces nouveaux projets, un projet qui s'appelle Europa City. Ce n'est pas un centre commercial, c'est un quartier des loisirs. C'est le nouveau nom pour ce nouveau type de centre. C'est pour l'instant un projet. Il est situé dans le triangle de Gonesse, au nord de Paris, entre les aéroports de Roissy et du Bourget, le long de l'autoroute A1. Dans ce quartier des loisirs, un centre commercial, mais aussi des espaces culturels et même une piste de ski. Un projet qui ne plaît pas à tout le monde. Notre reporter s'est donc rendu sur le site et pour l'instant ce sont encore des champs. Il a retrouvé là Alain Lennuyeux du collectif pour le triangle de Gonesse qui nous fait la visite. Ça part de la route que vous avez là-bas au sud pour aller derrière la ligne d'arbres qui est à 1 kilomètre d'ici. Avec ce qui serait une sorte de nouveau centre commercial finalement. Un nouveau centre commercial et... Alors attendez, vous avancez sur le chemin là Oui, j'avance sur le chemin et je vous montre là-bas au sud l'enseigne d'un groupe Carrefour. C'est le premier centre commercial qui s'appelle au Paris Nord. Il est là depuis 40 ans. Il dispose de 200 boutiques aujourd'hui et d'un complexe cinématographique. Donc il serait à vol d'oiseau à... 1 kilomètre, on va dire. 1 kilomètre du futur centre commercial. Du futur Europa City. Europa City. Ensuite, sur l'est, vous avez un centre commercial qu'on voit bien là-bas, Paris Nord 2. Et donc là, ce serait pareil à 1 kilomètre à vol d'oiseau. Oui, on va dire 1 kilomètre. C'est à équidistance entre ces deux centres, le projet Europa City. Et alors, si on continue notre autoroute A1, on arrive au bout du triangle de Gonesse. Et là, on découvre un nouveau centre commercial qui a été inauguré en novembre 2013, Aéroville. Aéroville, c'est 200 boutiques, c'est un complexe cinématographique. Ce n'est que la duplication en 3 exemplaires du même type de centres commerciaux. Et donc, on voudrait nous faire croire que 3 centres et un 4e centre en plein milieu pourraient permettre à la population du secteur de pouvoir les fréquenter. Or, c'est impossible. Les populations n'ont pas, comme nous tous, on n'a pas 3 porte-monnaies. On va faire une course dans un centre et puis c'est terminé. Mais aujourd'hui, si vous voulez, ce qui pousse les promoteurs de centres commerciaux, ce n'est plus l'activité boutique. Aujourd'hui, c'est purement de l'investissement immobilier. On achète des terres à moindre coût, on y construit un centre commercial et autour d'un hypermarché. Et on ne vit pas par les ventes de l'hypermarché, mais on vit par la location des mètres carrés aux différentes enseignes dans le centre commercial. En même temps, qu'est-ce que ça peut bien vous faire qu'il y ait un centre commercial
plus qui viennent s'installer là? Qu'est-ce que ça peut nous faire? On va détruire les plus riches terres agricoles d'Europe. Elles ont été estimées par l'INRA comme les terres les plus riches d'Europe. C'est des terres qui ont mis entre 15 000 et 25 000 ans à se constituer. Il faut laisser c'est même fondamental de laisser une terre cultivable. Ces terres cultivables, c'est du patrimoine de l'humanité. Pourquoi allons-nous les privatiser? Pour nous, nous estimons que non, ça correspond à aucun besoin de la population. Là, je suis maintenant avec Robin Plé, qui est agriculteur et qui exploite 130 hectares ici dans la zone où il devrait y avoir ce nouveau futur centre commercial. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette terre que vous avez dans les mains, là, que vous égrenez? C'est de la terre très fertile. Ici, on fait pousser du blé et on a des rendements de 10 tonnes hectare, ce qui est très largement supérieur à la moyenne française. Finalement, qu'il y ait un centre commercial dessus, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Ça peut me faire que moi, à 21 ans, je souhaite faire une carrière d'agriculteur. Donc pour l'agriculture, il faut avoir de la terre forcément. Et donc si on nous grignote encore quelques hectares en plus de mes 130 hectares, ça fait que l'exploitation ne sera plus viable. Pour l'instant, elles sont encore à nous, ces terres. Sachant en plus que les centres commerciaux, il y en a déjà 3 juste à côté, quoi. Et une piste de ski, je pense qu'en France, on n'en a pas besoin. On a déjà assez de montagnes pour faire du ski. Le reportage de Thomas Chauvineau. Votre réaction, Michel Pazoumian, délégué général de Procos, la Fédération des enseignes du commerce spécialisé? C'est un bon sujet, mais c'est un sujet d'aménagement du territoire. Je comprends cet agriculteur, mais malheureusement, sa terre, elle est mal placée. C'est qu'on est dans le cadre du Grand Paris, donc des gares éloignées de Paris qui vont générer un vrai développement urbain et surtout du logement dont nous avons besoin en Île-de-France. Et donc, il y aura une gare. Et donc, il y a un grand projet de type politique. Il y a eu beaucoup de disparitions d'emplois avec les usines. C'est bien ça le problème, parce qu'on a entendu parler, par exemple, d'Aéroville, qui est un centre commercial situé près des aéroports parisiens. Ce centre commercial, il est merveilleux, mais il ne fonctionne pas. Il fonctionne le week-end, il ne fonctionne pas la semaine, il y a des cellules vides. Bref, on se demande pourquoi on l'a construit, sauf pour faire plaisir aux promoteurs commerciaux. Non, ne croyez pas que ce centre ne fonctionne pas. C'est toujours une réalité entre la capacité de chiffre d'affaires pour mes enseignes, j'ai 50 enseignes de ce centre commercial, leur capacité de faire un chiffre d'affaires et le loyer. Or, le différentiel entre la capacité de faire un chiffre d'affaires et le loyer n'est pas si catastrophique que ça. Heureusement, bien sûr, qu'il y a le dimanche qui permet de générer 25 à 30% de chiffre d'affaires. Maurice Bancet, vous êtes promoteur de centres commerciaux, on est entre nous, on peut se le dire. Vous, votre métier, c'est de vendre des baux, autrement dit de trouver des enseignes qui vont aller dans les centres commerciaux. Ensuite, si le centre commercial ne fonctionne pas, c'est pas forcément une grande catastrophe, c'est pour ça qu'il y a autant de ratages. Détrompez-vous totalement, nous dans notre métier, la vraie pérennité de nos opérations, c'est la réussite de nos commerçants, parce que dans un bel effort d'imagination, s'ils ne font pas leurs affaires, ils ne paieront pas le loyer, s'ils ne payent pas leur loyer, on n'a pas de retour sur nos investissements. Donc tout simplement, nous sommes tous convaincus que nous sommes dans un alignement d'intérêts entre les commerçants et les investisseurs de centres commerciaux, parce que le promoteur... Mais il y a beaucoup de ratages. Par exemple, Skywest à Saint-Quentin, en Yvelines, c'est l'exemple même d'un centre commercial qui ne marche pas. On l'ouvre et puis... Oui, mais je crois, si vous voulez, qu'il y a un amalgame. Quand vous parliez d'Aéroville, par exemple, il est injuste de dire, au bout d'un an d'exploitation, que ce centre ne marche pas. D'ailleurs, ça a été corrigé. On peut dire qu'il ne décolle pas, mais c'est un mauvais jeu de mots. Écoutez, je pense que ce centre fonctionne. Il fonctionne bien en fin de semaine. Il n'a pas encore trouvé sa vitesse de croisière pendant la semaine. Il va la trouver. Ça fait seulement un peu plus d'un an qu'il est ouvert et donc il va la trouver. En ce qui concerne Skywest, Skywest, c'était un positionnement loisir qui n'a pas trouvé effectivement son développement. Il peut se faire effectivement que de manière tout à fait accidentelle, un projet sur des centaines et des centaines qui ont réussi ne trouve pas sa vocation. C'est peut-être le cas de Skywest. Service public sur France Inter. Alors puisque tout le monde reconnaît qu'il y a trop de centres commerciaux en France, trop de mètres carrés en centres commerciaux en France, qu'est-ce que l'on fait maintenant, Jean-Pierre Lehmann, vous qui êtes président de la FNCV, Fédération nationale des centres-villes? Écoutez, on a évoqué effectivement les mètres carrés en trop et on a parlé aussi d'Internet qui effectivement prend des parts de marché à la fois sur les grands centres commerciaux, sur les périphéries et sur les centres-villes. Le consommateur, il a accès 7 jours sur 7. Notre rôle, c'est d'essayer de réfléchir à ce que va être la consommation de demain. C'est vrai que nos centres-villes, en tous les cas en ce qui nous concerne,
ont des difficultés au niveau d'un environnement commercial favorable. Donc c'est à nous aussi, avec nos élus, et à travailler, à nous commerçants, à nous réveiller un petit peu et à voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Nous avons imaginé dans notre fédération, effectivement, mettre des tas d'outils à disposition du commerce de façon à pouvoir vendre la ville. C'est-à-dire qu'on ait envie de venir en ville, que ce soit facile, que ce soit agréable. Quel type d'outils? Donnez-nous quelques exemples. Eh ben, des outils comme des cartes de fidélité collective, des outils comme des applications smartphone qui permettent effectivement de se déplacer, de trouver les locaux, de trouver les bonnes affaires, d'avoir toutes les informations sur la vie sociétale de la ville. Des outils comme Internet qui va nous permettre aussi demain d'avoir un site à disposition de nos commerçants pour aller vendre sur Internet avec le système du click and collect, c'est-à-dire j'achète sur Internet et je vais chercher en magasin. Nous adapter effectivement aux nouvelles demandes des consommateurs qui sont en train de changer et d'avoir aussi, et c'est notre souhait en tous les cas, de travailler sur le qualitatif dans les cœurs de ville. J'ai envie d'avoir des enseignes qui apportent la convivialité. Quand on va en ville, on va en ville pour la convivialité, pour les terrasses de café, pour rencontrer des gens, pour avoir cet espace de vie ludique un petit peu. Et nous avons ce devoir-là d'amener ça dans nos cœurs de ville. Nous avons Jean-Claude qui nous appelle de la Sarthe. Bonjour Jean-Claude. Bonjour, oui. Je suis très content de cette émission-là en ce moment puisque nous avons une enquête publique qui se termine sur un projet de vaste zone commerciale dans l'agglomération du Mans. Mmh. Elle représente 67 000 mètres carrés de vente, de surface de vente, c'est-à-dire pratiquement au moins 20% de ce qui existe actuellement. Mmh. Le Mans est déjà suréquipé. Oui. Il y a un centre commercial de centre-ville qui est déjà très puissant. Il y a un centre commercial, oui, qui est très puissant, mais il semble que des enseignes vont quitter parce que les loyers sont trop chers. Eh oui, alors là, vous posez vraiment les bonnes questions. On va faire réagir Michel Pazoumian, qui connaît bien ce système, puisque l'idée, si vous voulez, il faut l'expliquer aux auditeurs, c'est que les propriétaires de centres commerciaux, les promoteurs, prélèvent un pourcentage du chiffre d'affaires des enseignes. Et lorsque ce pourcentage est trop élevé, les enseignes ne réussissent pas à faire leur beurre et du coup, elles ferment. Et malgré tout, on continue à ouvrir de nouveaux centres commerciaux, puisque ces nouveaux centres commerciaux sont ouverts sur des terres qui, évidemment, valent moins cher que les terres de centre-ville. Votre analyse sur la situation au Mans, Michel Pazoumian? Effectivement, on est dans un état de saturation très fort. Le centre-ville affaibli, le centre commercial de centre-ville qui était relativement fort il y a 15-20 ans, lui aussi a beaucoup faibli du fait d'une enseigne quand même locomotive qui s'appelle la Fnac, qui est directement touchée par Amazon. Il faut bien voir que là, Internet a directement touché le monde de la culture et du loisir qui faiblit. Or, la Fnac est et reste l'une de nos locomotives de centres commerciaux de centre-ville. Donc il y a affaiblissement global du centre commercial de centre-ville, des rues de centre-ville, encore que les indépendants dans une zone très agréable de rue piétonne fonctionnent bien. Après, effectivement, il y a toujours des extensions de périphérie qui vont continuer à affaiblir ce centre-ville. Encore faudrait-il que ces zones piétonnes ne se ressemblent pas toutes. Un dernier auditeur très rapidement, Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour monsieur. Très rapidement, Sophie, votre question, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question, c'est juste un témoignage. Eh bien, témoignez. Oui, merci. J'habite dans un petit village au-dessus de Rive-de-Gier dans la Loire. Et je vais, heureusement pour nous, que nous avons le centre commercial de Givors, Carrefour. Parce que vraiment, on ne peut pas faire nos courses ailleurs. Dans le centre-ville de Rive-de-Gier, les magasins ferment à midi, mais pas midi une. Et ils ouvrent à 14h30. Non, pour le commerce, ils devraient revoir leur façon de gérer leur commerce. Alors donc, nous allons dans la zone industrielle de Givors-Carrefour, où il y a d'excellents magasins. Carrefour est un très bon magasin, un très bon produit. Voilà.
Bon, j'espère que vous n'êtes pas Madame Carrefour, mais Jean-Pierre Lehmann va vous répondre. Non, mais madame, vous avez tout à fait raison. Carrefour est devenu pour vous un magasin de proximité, appelons ça comme ça, puisqu'il est proche de chez vous. Et vous avez Il n'y a aussi... que les bénéfices qui sont loin de chez et vous. Vous avez aussi tout à fait raison sur l'implication des commerçants et notamment sur les horaires d'ouverture. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un vrai travail à faire auprès de certains commerçants indépendants pour leur expliquer qu'il faut être ouvert au moment où les consommateurs sont là et non pas à des heures impossibles. Donc entre midi et 2 en particulier. Maurice Bancet, est-ce que les promoteurs de centres commerciaux vont continuer à construire de nombreux centres commerciaux en France? Écoutez, je crois qu'il ne faut peut-être pas poser la question comme vous la posez. Je pense que ce qui est intéressant, c'est toujours de se projeter. Si on se projette d'ici quelques années, on voit que Internet prend de plus en plus de parts de marché, que c'est le consommateur qui finalement décide là où il va acheter. Et je crois que notre responsabilité à tous, c'est de faire en sorte que les centres-villes, les espaces commerciaux, que ces endroits deviennent des endroits de convivialité, des endroits de rencontre, des lieux différents, et qu'on doit tous faire en sorte de séduire le consommateur pour qu'il ne reste pas derrière son ordinateur à consommer auprès de sociétés qui, la plupart du temps, ont leur siège social en dehors de la France, ne payent pas leurs impôts en France. Je vous rappelle que nous, la force du commerce physique, c'est de créer des emplois non délocalisables et qu'il faut créer ce lien social, continuer à créer ce lien social qui est extrêmement important dans le cadre de nos belles villes françaises. Michel Pazoumian, votre réaction à cette remarque de Maurice Bancet? 100% d'accord. Et je pense, quand je réfléchis à mes enseignes, à mes dirigeants d'enseignes, qui, depuis le début de la crise, souffrent de plusieurs maux dont on a parlé, en particulier des loyers et du rapport loyer au chiffre d'affaires. C'est clair qu'ils ont envie de se réinvestir sur l'humain aussi, et donc l'accueil du consommateur. Il y a eu une période, on va dire 2011, où on a eu une baisse du nombre d'emplois dans les commerces. Tout le monde s'est rendu compte qu'effectivement Internet prenait des parts de marché, et aujourd'hui il va y avoir un vrai investissement à nouveau dans l'humain. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin.